Bon, mais bonjour. Et puis tout d'abord, moi je voudrais vraiment remercier Caroline et toute l'équipe de Bizenco pour le travail absolument incroyable, l'énergie, l'enthousiasme qu'elles ont déployé pour organiser cette journée. Pour les avoir eu au téléphone pendant de très nombreuses fois, depuis de très nombreux mois, c'est un travail colossal et je crois qu'on peut les féliciter et puis les applaudir vraiment. Alors, en ce qui me concerne, je suis une ex-directrice marketing et développement durable d'un groupe de 17 PME. Voilà. Et donc, je vais vous proposer de vous présenter rapidement, enfin, tous les deux au titre professionnel. Donc, moi, je suis créatrice et directeur associé d'un cabinet de conseil en stratégie d'entreprise, donc une société de services, petite PME qui a 3 ans maintenant. Et moi, je suis Stef de Nayer, de Flandre, Belgique. Et je suis responsable, donc directeur général de Van Gansewinkel. Van Gansewinkel est une entreprise très connue en Benelux, et en France, on se développe et le développement, c'est à moi de l'organiser. Merci. Donc en fait, quand j'étais entre 2003 et 2011 directeur marketing et développement durable d'un groupe de 17 PME, je me suis rendu compte que tout ce que j'entendais en termes, enfin la plupart du temps en termes de développement durable, étaient des raisonnements qui étaient faits par les grands groupes. Et j'avais beaucoup de mal à intégrer ces raisonnements dans l'opérationnel de l'entreprise parce qu'on a des horizons économiques qui sont tellement différents que en fait, les grands groupes, ils ont développé des méthodes de travail qui sont propres à leurs moyens et les PME n'ont pas les systèmes d'audit, n'ont pas les logiques, etc. qu'ont les grands groupes et tel quel, c'est intransposable. Donc j'avais en face de moi des bons opérationnels qui me disaient les grands discours, rien à faire, ça coûte combien, ça me rapporte combien et je fais comment. Donc ils m'ont obligée à essayer de trouver des manières qui permettent de rendre compréhensible dans l'entreprise et dans l'opérationnel le développement durable au quotidien. Donc je les remercie beaucoup de m'avoir fait suer abondamment. Donc pour commencer, en fait, en général, j'aime bien présenter ce petit hérisson parce que souvent, pour beaucoup de TPE, PME ou PMI, le développement durable est une sorte de hérisson et ils ne savent pas exactement comment le prendre et ils voudraient bien, mais ils ne savent pas comment. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre qui a été préfacé par Gérard Boivin, qui est le président d'Unibel, qui est la holding du groupe Bell, qui a permis de développer, on a développé ensemble un concept qui s'appelle l'économie partenariale, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Alors, pourquoi est-ce que les PME, pour moi, sont la force, enfin une grande force du développement durable ? Simplement parce que dans le quotidien habituel, on est habitué à trouver des solutions, à être créatif, parce qu'on n'a pas forcément les ressources sous la main pour pouvoir réaliser telle ou telle chose. Et le développement durable, c'est d'abord de la créativité, de l'innovation à tous les niveaux, parce qu'on est obligé de raisonner différemment, de trouver des solutions nouvelles. Et les PME sont habituellement construites et elles ont l'habitude de pratiquer ce genre d'exercice. La deuxième raison, c'est qu'il faut avoir un actionnariat de proximité pour avoir une vision de long terme. Or, dans beaucoup de PME, c'est le dirigeant qui est le chef de famille qui dirige sa propre entreprise et qui est capable d'avoir cette vision long terme. Maintenant, il peut être accompagné d'un actionnariat qui comprend ses préoccupations de long terme et qui l'accompagne dans le long terme. Donc, le concept d'économie partenariale, c'est très simple. Une entreprise est là pour gagner de l'argent. Donc, il faut faire de la création de valeur actionnariale. Mais avec les évolutions du monde, on est obligé de se pencher sur d'autres sujets et de faire de la création sociétale. Donc, l'objectif du livre était de sortir le développement durable des bons sentiments
pour le faire passer dans le clan de l'économie et de lui donner toutes ses lettres de noblesse économique. Comment est-ce qu'on raisonne tout ça maintenant en termes d'opérationnel dans l'entreprise? Il s'agit de préserver la rentabilité immédiate, mais il s'agit également de voir sur de long terme. Donc, avant de vous donner quelques petites solutions ou d'idées, je vais essayer déjà de vous expliquer en quelques mots, très simples, ce ne sera une surprise pour personne, contre quoi on se bat. Parce que si on ne sait pas contre quoi on se bat, on part dans toutes les directions et ce n'est pas efficace. En fait, on a deux enjeux qui sont inédits dans l'histoire de l'humanité. Personne n'a de recul, personne ne sait comment on fait. Et ce ne sont pas deux enjeux à résoudre l'un après l'autre, mais c'est deux enjeux à résoudre l'un en même temps que l'autre, dans un délai qui est très court. Le premier, c'est comment est-ce qu'on va résoudre les conséquences de nos pollutions, de toutes nos pollutions. C'est-à-dire, ça va au-delà du CO2, on a pollué les sols, on a pollué l'eau, on a pollué l'air. Comment est-ce qu'on va faire? Et résoudre les conséquences de nos gaspillages. On a tout épuisé. Comment est-ce qu'on va aller trouver de nouvelles ressources pour continuer à fabriquer et à vivre? Le deuxième enjeu, c'est comment est-ce qu'on va faire de la place à 9 milliards d'hommes? Aujourd'hui, on est 7 milliards, on n'y arrive pas vraiment. Ce n'est pas 9 milliards dans quelques dizaines d'années. C'est tous les jours beaucoup, beaucoup plus. Donc le problème, il ne va pas surgir brutalement dans quelques années. Il est déjà là. Si on n'arrive pas à trouver rapidement des solutions, on va vers des guerres civiles, des guerres tout court, et vers la question, qui a le droit de vivre? Donc, pour trouver des solutions, pour faire de la place à tout le monde, on voit qu'on remet vraiment l'homme au cœur du débat et qu'on parle vraiment d'humanisme. Le premier humanisme est né parce qu'en fait, il y avait eu un excès de religion qui avait tué l'homme, et le contrepoison a été la création d'une nouvelle religion qui était le protestantisme, qui a remis l'homme au cœur du débat. Nous, on a eu un excès de finance qui a tué l'homme, et aujourd'hui, il s'agit de remettre l'homme au centre des débats. Les 4 questions opérationnelles, c'est très très simple. Et ces questions, on les décline à tous les niveaux de raisonnement de l'entreprise. Je vous donnerai des exemples tout au long de cet exposé. Première question, tout en étant rentable, la première obligation d'une entreprise, c'est d'avoir une rentabilité. Si elle n'est pas rentable, elle meurt. Si elle meurt, elle ne fait plus rien. On n'est pas des ONG, on est là pour gagner notre vie. Donc, tout en étant rentable, qu'est-ce qu'on fait pour la nature? Tout en étant rentable, qu'est-ce qu'on fait pour l'homme à titre individuel? Moi, j'ai distingué le social et le sociétal, parce que pour moi, ce sont deux notions différentes. Le social concerne l'homme à titre individuel, l'homme consommateur, l'homme au travail, l'homme père de famille. Et même si vous êtes beaucoup des femmes, c'est l'homme au sens général. Et le niveau sociétal, c'est l'homme dès qu'il se regroupe en collectivité, c'est la société civile, c'est les appartenances, enfin, les choses auxquelles on se rallie en tant que groupement d'êtres humains. Et donc, qu'est-ce que l'entreprise, tout en étant rentable, fait pour l'homme à titre individuel, et qu'est-ce qu'elle apporte à la société civile pour préserver le bien commun? Maintenant, le gros problème, c'est l'alliance de l'argent et du temps. Il faut qu'on aille très vite et on est coincé par l'immédiat rentable. Donc comment est-ce qu'on sort de ce cercle vicieux-là? On sort du cercle vicieux, non pas en essayant d'être parfait. Bien souvent, on dit qu'une entreprise en développement durable, on dit oui, mais elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, qui n'est pas bien. Oui, mais elle fait ça et ça et ça et ça de bien aussi. S'engager en développement durable, ce n'est pas devenir des perfections. C'est simplement dire, nous, on a compris des choses et maintenant, en fonction de la rentabilité, on va évoluer pour progressivement s'améliorer et aller de plus en plus loin en fonction de nos moyens. Donc, il y a plusieurs degrés. Soit, si on est juste que rentable sur certaines choses, eh ben, on se limite à respecter la loi. Le grand principe du développement durable, c'est d'anticiper sur les lois. Parce que les deux enjeux que l'on a vus, qui sont comment on fait de la place à 9 milliards et comment est-ce qu'on résout les conséquences de nos pollutions et de nos gaspillages, ce sont ces deux enjeux-là qui ont pris le pouvoir sur nous. À partir de maintenant, enfin depuis quelque temps, ce n'est plus nous qui décidons, c'est eux qui ont pris le pouvoir sur nous. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et comme on ne nous demande plus notre avis, il faut qu'on essaie d'anticiper simplement pour ne pas mourir,
pour ne pas faire mourir nos entreprises. Parce que si une entreprise n'arrive pas à anticiper aujourd'hui, à prendre de l'avance sur ce qui va arriver, elle n'aura pas ni les moyens humains, ni les moyens financiers de se retourner à temps pour pouvoir s'adapter. Donc, le développement durable, c'est anticiper sur les lois. Donc, si vous êtes juste rentable, vous respectez la loi. Si vous avez un petit peu de rentabilité, que vous pouvez en faire quelque chose, à ce moment-là, vous pouvez aller un peu plus loin, vous pouvez anticiper, essayer par exemple de réussir des certifications sur des produits ou sur l'outil de travail. Et puis après, vous pouvez aller encore beaucoup plus loin et aller dans des domaines où il n'existe pas forcément ni de normes, ni de certifications qui sont de la proactivité. C'est-à-dire que là, on n'essaie pas d'agir, de réagir ou d'agir, on essaie d'influer sur le cours des choses pour participer à inverser les tendances. Ce tableau-là, si vous ne devez retenir qu'une seule chose de tout ce que je vous ai raconté, c'est ce tableau-là. Donc on reprend toujours le même raisonnement, les 4 questions, sauf qu'on la décompose en 2 niveaux. Le premier niveau, c'est ce que j'ai appelé le corporate, c'est-à-dire l'outil de travail. Le second niveau, ce sont les produits. Ce que fait en général, je dis bien en général, une entreprise qui fait certaines choses en développement durable, c'est qu'en fait, elle va dire à son client, j'ai réduit mon chauffage, mon produit est écologique, achetez-le. Le client en face, il dit, mais moi, j'en ai rien à faire, ça ne me concerne absolument pas, vous aurez réduit votre chauffage, c'est bien, vous avez fait des économies, mais moi, je ne vois pas pourquoi je vais l'acheter pour ça. Donc, on va distinguer dans ce tableau, dans les cases du bas, quel est l'avantage direct du consommateur de ce que l'on a fait, et dans les cases du haut, ce qu'on a fait dans l'outil de travail, qui n'est pas forcément un argument de vente, qui fait partie de l'image de l'entreprise, qui fait partie de la motivation des salariés, qui fait partie de beaucoup de choses, mais qui n'est pas la motivation de vente. La première case, dans l'outil corporate, qu'est-ce que vous faites pour être économiquement rentable? Ça, c'est de la gestion classique, vous avez l'habitude. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans l'outil de travail pour l'écologie? Eh bien, on va recycler le papier, on va essayer de diminuer les consommations de chauffage, on va essayer d'installer des systèmes d'énergie renouvelable, enfin, on va faire beaucoup de choses. La troisième case, celle de l'homme. Qu'est-ce qu'on fait pour l'homme à titre individuel? Alors là, c'est comment est-ce que vous allez travailler avec vos collaborateurs, directs ou indirects, différemment. Les collaborateurs indirects, ce sont c'est vos salariés. Et pour moi, j'ai appelé les parties prenantes, les collaborateurs indirects, parce que ce sont toutes ces personnes avec lesquelles vous travaillez d'une manière constante et qui, si elles n'existaient pas, ne vous permettraient pas d'exister. Donc pour moi, ce sont des collaborateurs indirects. Comment est-ce qu'on va faire sortir l'entreprise de la notion de pouvoir pour la faire entrer dans la notion de collaboration? Comment est-ce qu'on va faire travailler les intelligences? Et comment est-ce qu'on va récompenser les collaborateurs ou les fournisseurs? On va peut-être mieux les payer ou on va peut-être les payer un peu plus vite. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans l'outil de travail à ce niveau-là. Et au niveau sociétal, en tant qu'entreprise, comment est-ce que vous êtes acteur dans la société civile? Est-ce que vous faites partie de clubs d'entreprise? Est-ce qu'autour de vous, localement, vous faites partie d'associations qui ont des buts écologiques ou sociaux? Est-ce que vous avez des activités de mécénat? Est-ce que vous adhérez au Global Compact ou au Comité 21? Enfin, toutes ces choses qui font que l'entreprise se raccroche à la société civile. Ça, c'est ce que l'on trouve en général dans tous les rapports RSE. Maintenant, quand on attaque le produit, le raisonnement devient assez différent. Il faut que le produit soit économiquement rentable. Donc ça, vous avez l'habitude, vous savez comment faire pour essayer de rendre votre produit économiquement rentable. Mais il faut également, si c'est possible, que votre produit ait un intérêt économique pour votre client. Comment est-ce que vous allez intéresser votre client par l'écologie? Je prends un exemple très simple. Si vous êtes constructeur de maisons individuelles, par exemple, et que vous faites une maison qui a une efficacité énergétique qui va au-delà des lois et de la réglementation actuelle, donc vous allez proposer une maison qui consomme très peu de chauffage. L'avantage direct de l'écologie pour votre consommateur, c'est qu'en fait, il va avoir une facture de chauffage moins forte. Comme elle va être plus faible, eh bien, il va pouvoir faire autre chose avec cet argent, il va pouvoir partir en vacances. Donc je résume, l'avantage direct de l'écologie de votre produit, votre client va partir en vacances.
quel est l'avantage pour l'homme du produit? Si on prend le même exemple de la maison, lorsque le prix de l'énergie va avoir augmenté, votre client, il va pouvoir continuer à se chauffer parce que sa facture étant beaucoup plus faible, même si ça a augmenté, il va pouvoir continuer à se chauffer, à payer son chauffage. Or, l'OMS Europe prévoit qu'il y aura 100 000 personnes par an qui mourront de froid chez elles parce qu'elles n'auront pas les moyens financiers de se chauffer. Donc, en fait, l'avantage social pour votre client, c'est qu'il va rester en bonne santé. Au niveau sociétal, maintenant, quel est l'apport de votre produit par rapport à la société civile? Eh bien, c'est d'abord un produit qui va moins polluer, qui va permettre de limiter la pollution CO2. Et ensuite, votre produit va permettre de limiter les dépenses de santé publique. Voilà. Et donc, quand on décompose tous les produits en le positionnant en termes d'avantages directs pour le consommateur, là, on l'intéresse vraiment. Et là, on sort de la notion de greenwashing perçu. Je dis bien perçu par la majorité des clients. Parce que quand on leur parle de l'outil de travail, eux, ils pensent que quelque part, on triche dans la présentation. Donc, dans le livre que j'ai écrit, le premier, j'ai prouvé par 22 entreprises entre 1 et 850 salariés, la majorité ayant entre 10 et 20 salariés, qu'on peut remplir toutes les cases et qu'on peut être très rentable. Maintenant, ce que je propose, c'est qu'on passe au cas pratique pour montrer comment une entreprise répond à l'enjeu sociétal et comment est-ce qu'elle remplit toutes les cases d'une manière simple et beaucoup plus opérationnelle. Ce que je vous ai expliqué, c'est assez théorique. Maintenant, on va voir l'opérationnel, comment ça se passe. Donc, Caroline, si vous voulez bien. Alors, déjà, nous sommes une toute jeune société. Donc, la spécificité, il y en a peut-être deux. C'est que le pari qu'on a voulu faire avec mon associé, c'est à la fois de défendre une nouvelle forme de conseil basée sur un modèle d'organisation et donc un modèle de travail, et aussi de défendre le fait que le rôle d'un conseil, c'est de savoir donner du temps. Même si la plupart du temps, l'image qu'on a du métier du conseil, c'est qu'il ne donne pas tant que ça, ou alors il en donne à partir du moment où c'est facturé. Donc voilà, ça c'est la philosophie. La troisième chose, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on est jeunes, et donc ça veut dire quoi? Ça a été évoqué tout à l'heure. Le pari qu'on fait, c'est de créer peut-être une nouvelle génération de cabinets par rapport à nos convictions, notre façon de travailler, mais aussi on fait le pari de faire continuer ce métier du conseil au travers de jeunes générations. Et on l'a vu tout à l'heure, ces jeunes générations, mais on fonctionne nous déjà comme ça, elles ne vont pas forcément chercher qu'un statut, un poste ou une rémunération, elles vont aussi chercher à ce qu'on donne du sens à leur action, même s'ils sortent juste d'école et qu'ils ont tout un acquis culture générale, toute une connaissance de différentes matières, mais ils n'ont pas forcément ce que moi j'appelle les réflexes professionnels. Donc, en fait, dès le départ, on a voulu que ce cabinet de conseil fonctionne sur des principes fondamentaux que nous, on vit perpétuellement dans nos comportements naturels. C'est ce que moi j'appelle le comportement entrepreneurial, mais pas au sens je crée quelque chose, donc une entreprise, mais au sens je travaille dans l'autonomie. Donc, je m'engage, donc je fais ce que j'ai dit. Je prends des risques, donc même si je ne sais pas faire, eh ben, j'acquiers l'expérience, je me construis dans l'expérience et je grandis au travers de ça. Et le principe fondamental de tout ça, c'est de donner confiance à l'un et à l'autre sur sa capacité individuelle à faire grandir le collectif. Donc aujourd'hui, évidemment, comme on est une jeune société, l'idée c'est de dire, tout en construisant notre existence sur le marché, notre identité auprès de notre clientèle, il faut qu'on puisse construire notre offre et on n'a pas non plus énormément de moyens. Donc on va travailler avec des jeunes qui sortent d'école ou qui sont encore en école et qui ont besoin en fait d'être dans un modèle d'apprentissage. Et donc on travaille de deux manières avec eux. Tout d'abord, on travaille en maillage, c'est-à-dire qu'on est totalement en outil collaboratif. Donc nous, ce qu'on prône, c'est l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ils bossent beaucoup. On bosse beaucoup, hein, parce qu'on est quand même une jeune société, donc si on veut réussir, on n'a pas le choix. Mais en fait, ils sont libres d'organiser leur temps comme ils l'entendent. Donc,
de ce fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, grâce aux outils collaboratifs, donc en clair, j'imagine que vous connaissez tous ces outils, mais des outils comme Skype qui vous permet de faire des calls conf à distance, donc vous n'êtes pas obligé d'être physiquement au même endroit. Des outils comme Google Apps, qui sont des outils que propose Google pour les entreprises, qui fait que déjà vous pouvez l'avoir gratuit, mais après, juste pour 40 € par utilisateur, vous avez un accès toute l'année de messagerie, de partage de documents, etc. Fait qu'en fait, on peut travailler ensemble en connexion, à distance, à tout moment, mais on peut le faire sans forcément être physiquement côte à côte. Donc on est vraiment dans un système de connexion et un système relationnel qui fait que chaque individu contribue au projet. Le deuxième point, c'est qu'en fait, par principe, on donne des territoires de projet à nos collaborateurs. Donc même s'ils ne l'ont jamais fait, le pari qu'on fait, c'est que tout en évidemment en les aidant, donc on est un peu sévère des fois, d'accord, mes équipes sont un peu là, mais évidemment notre rôle c'est de les guider, de les structurer dans leur tête et de leur permettre de prendre du recul sur leur expérience. Mais le principe fondamental, c'est qu'ils soient responsables de leur projet. Par exemple, le projet Bizenco que vous découvrez, il y a plein de jeunes que vous voyez sous le nom Bizenco. Ce sont des jeunes qui, en fait, notamment une personne qui s'appelle Sophie, elle est stagiaire depuis janvier et en fait, elle contribue à la création de ce projet Bizenco qui est complètement fou, parce qu'on est parti, il y avait 4 initiatrices, on dit ok, on y va. Allez, banco, on y va. Le 28 juin, on fait une journée de conférences, 10 conférences, 5 experts, 10 dirigeants. On va faire venir une petite centaine de personnes. Ça va être super, ça va être génial. Ok, on a 0 moyen. Tout est bénévole en plus du reste. La seule chose qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait quand même quelqu'un qui nous aide à coordonner le projet. Alors imaginez, ce projet inné, il est assez conséquent en termes de taille, d'ambition. Et on fait un pari que Sophie, qui est une jeune étudiante qui finit son école de commerce, soit capable de gérer tout ce projet et de le coordonner. Et puis, tout en faisant, elle apprend et elle se construit. Et ça, c'est l'exemple typique de ce qu'on défend dans notre façon de faire. C'est en fait comme quand on est parent. On apprend à nos enfants à marcher, mais après, marchons-nous. Oui, disons qu'on va pas lui mettre... vous savez, aux États-Unis, il y a eu une grande période, une grande tendance où on mettait une espèce de laisse aux enfants pour pas qu'ils se cassent la figure. Nous... Donc nous, on mise plutôt sur le fait que plus elle se cassera la figure, mieux ce sera, parce qu'elle sera plus prudente par elle-même. Très bien. Et donc, vous voyez dans le tableau qui est en haut, comment dans le corporate, le fait de travailler en collaboration avec des outils normaux, c'est de l'écologie. Il y a moins de déplacements, on évite toutes sortes de pollutions. Comment on travaille avec ses collaborateurs d'une manière différente, tout en ayant une activité économique qui est intéressante. Et comment, à partir d'une activité professionnelle, on se raccroche à la société civile en créant un think tank. Qui est Bizenco. Voilà, qui est Bizenco. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au produit. Comment, qu'est-ce que vous avez mis dans votre produit? Quelle est l'économie intéressante dans votre produit? Le pari qu'on fait, c'est que c'est tout le thème de la journée et c'est le fil rouge aussi, c'est de dire on sait qu'il faut changer, c'est une chose, mais en fait on a 2 paramètres à gérer. Et en fait, nous, notre métier, c'est d'accompagner les entreprises sur 2 choses. Soit on les aide à innover. Donc là, on est dans ce qu'on appelle, nous, la stratégie d'émergence. Ça peut concerner aussi bien une jeune entreprise qui se crée, en fait. Donc on est même parfois à la jeunesse du concept, ça nous arrive. Ou encore, on est confronté à l'entreprise qui, elle, s'est déjà construite dans plusieurs cycles d'existence. Et là, il faut aborder la question de la conduite du changement. Mais dans la conduite du changement, il y a plusieurs façons de l'appliquer. Nous, ce qu'on prône, c'est d'utiliser en fait la part créative, innovation et un peu chahuteur de notre démarche pour, en fin de compte, aborder profondément la question du changement dans son comportement. Et pour ça, en fait, on va avoir une démarche intellectuelle, qui est la base, le premier socle. Et après, il y a une démarche d'accompagnement qui est plutôt l'investissement et l'énergie qu'on donne à nos clients pour qu'ils apprennent à marcher par eux-mêmes. Et notre plus belle récompense, même si peut-être c'est à l'encontre de certains modèles de rentabilité de cabinet de conseil, c'est que le client devienne autonome et qu'il n'ait plus besoin de nous. Donc qu'il n'y ait, entre guillemets, plus de récurrence. Vous êtes des grandes paresseuses. Ouais, c'est ça.
Et quel est l'avantage de l'écologie contenue dans votre produit pour vos clients? En fait, toujours pareil, ce qu'on fait pour nous, on le fait pour eux. Donc, utiliser les outils collaboratifs fait qu'on peut être tout... Évidemment, il faut des moments où on est côte à côte. Il faut qu'on se sente, il faut qu'on se touche physiquement, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit à la fois dans l'intellectuel, mais aussi qu'il y ait une part tripale et émotionnelle qui fasse qu'il y ait des déclencheurs, en fait. Bon, ça, c'est le travail qu'on fait avec chacun. Mais au-delà de ça, tout le travail qu'on peut faire intellectuel, on peut le travailler à distance avec eux. Donc on échange par mail, on va produire des documents, on va les partager, on va les enrichir. Et ça, c'est ce que nous permet les technologies numériques aujourd'hui, qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc c'est un gain de temps énorme, mais c'est aussi une manière de réapprivoiser l'espace-temps. Donc si on devait dire quelle est la part écologique fait BIS dans ces produits, c'est peut-être de repenser complètement l'espace-temps. Évidemment, nous, on est dans un métier intellectuel, donc c'est plus facile que si on est dans un métier purement de production de produits physiques. Et justement, comment est-ce que vous travaillez différemment avec vos clients? Déjà, on les agite beaucoup. Là aussi, c'est-à-dire que notre modèle d'organisation et notre modèle de construire, qui est le principe fondamental de dire, c'est pas parce qu'on est de l'échelle, donc on a beaucoup parlé de la compétence, de l'expertise qui est nécessaire, qu'on va réussir à se dépasser. Donc je vais reprendre une image qu'a utilisée un jour un des hommes avec un grand H qui m'a fait confiance dans une ancienne vie. Donc j'ai vécu l'ouverture du marché des télécoms en fait. Et j'ai rejoint une start-up, donc c'était un truc de malade encore une fois. Et en fait, c'était 3 fondateurs qui avaient très bien pensé le truc, mais qui faisaient un pari de réunir dans cette entreprise qui devait en accélérer, grandir et réussir à s'implanter en France, face à France Télécom, en fin de compte, de miser sur des potentiels, ou on peut dire des talents. Sachant que pour moi, le talent, il se révèle à partir du moment où on se dépasse, et c'est en chacun de nous, cette dimension de talent. Et en fait, je me souviendrai toujours ça de toute ma vie, c'est qu'en fait, il m'a pris l'image de l'échelle et je lui ai dit, mais pourquoi tu me demandes de lancer un produit sur un marché? Moi, je suis juste une commerciale, j'étais plus jeune. J'ai jamais développé une activité, j'ai jamais j'ai jamais construit une petite entreprise, quoi. Il me dit, oui, et alors? Tu as plein de gens super compétents autour de toi. Oui, et alors? Bon, alors, quel est l'autre argument que je vais lui amener? Et en fait, il me donne l'image de cette échelle. Et il me dit, tu vois, l'échelle, j'ai 2 façons de raisonner. Soit je prends des gens qui ont déjà gravi certains mètres, et donc effectivement, il va m'apporter sa compétence, sa connaissance, son process, son organisation. Donc ça peut être un élément d'accélérateur à court terme. Mais en fait, nous, le pari qu'on fait, c'est de prendre des gens qui sont au début de l'échelle. Et en fait, c'est dans leur construction et dans leur réalisation du projet qu'on leur donne qu'ils vont gravir l'échelle, et ça se trouve, ils vont aller plus vite que celui qui est déjà plus haut. Et ça m'a marqué. Et après, je l'ai vécu. C'était un truc de dingue, parce que l'ouverture des télécoms en France, c'était un truc de dingue, je vous le dis. Voilà. Et en fait, j'ai compris ce qu'il a dit après l'avoir vécu. Il y a eu des moments où j'étais épuisée, il y a des moments où j'en pouvais plus. Il y a des fois où j'avais dit j'en ai ras-le-bol, il m'énerve, voilà. T'es complètement folle, etc. Donc effectivement, on lutte avec ses propres freins. Voilà. Et c'est ce qu'on fait avec nos collaborateurs aussi, et c'est ce qu'on fait aussi avec nos clients. Donc des fois, ça veut dire aussi que le client il doit être prêt à changer ça. Donc évidemment, il y a une démarche un peu plus pédagogique que ce que je viens de décrire. Et qu'est-ce que vous apportez à la société civile avec votre activité? Voilà, on est dans la part philosophique de ce que je défends, que se défendent d'autres personnes qui sont d'autres chefs d'entreprise. C'est en fait de créer ce projet BIS & Co. Le projet BIS & Co, c'est clairement de dire comment on fait pour avancer, mais peut-être avancer plus vite. Et en fait, quand on crée une entreprise, mais je pense que c'est pareil quand on est dirigeant, parce que moi j'ai plusieurs vies qui fait que j'ai pu constater dans différentes tailles d'entreprise, dans différents secteurs d'entreprise, et quand on discute avec toute une population de dirigeants, de chefs d'entreprise, en fait on est vachement isolé. Et on est encore plus isolé aujourd'hui. Et en fait, la question fondamentale, à mon sens, et que partagent les autres personnes qui ont créé ce projet avec moi, c'est de dire,
c'est pas le fait de dire qu'il faut changer qui est important aujourd'hui. On le sait tous qu'il faut changer, on est prêt à le faire dans l'absolu. Mais en fait, c'est comment on fait. Donc, à plusieurs, on sera peut-être plus pertinent, plus fort que tout seul. D'où le fait de créer un projet qui fasse qu'en réunissant des personnes qui sont soit dans des incertitudes, soit dans des convictions, qui sont de différents univers, en croisant tout ça, en rassemblant tout ça, en associant la réflexion et l'action, donc l'expérience terrain de l'entreprise, puisqu'il ne faut pas perdre de vue la réalité de tous les jours, peut-être que ça peut nous aider. Voilà. Donc c'est la part philosophique, c'est une manière de défendre ses valeurs de chef d'entreprise. Très bien. Merci Caroline. Voilà, merci. Et si vous voulez peut-être commenter ça? Oui, non, c'est des images qui symbolisent un peu l'esprit. Donc voilà, c'est... Il n'y a pas Google. Bon, Google, c'est pour dire on est voilà. Dropbox, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la clé virtuelle. Donc voilà, on virtualise nos échanges. Sophie, dont j'ai parlé tout à l'heure, voilà, c'est une collaboratrice et dans son bureau, notre bureau n'est qu'un open space en fait. Donc chacun n'a pas de place attitrée, il s'installe quand il y a une place. D'ailleurs, des fois, j'arrive et je râle et je dis on a piqué la place du chef, entre guillemets, mais voilà. Parce qu'on a encore des vieux travers. Merci. Merci. Alors, pour revenir à l'opérationnel dans l'entreprise, maintenant qu'on a vu comment ça se résonne au quotidien, il faut avoir une stratégie claire et très précise, parce que si on ne sait pas où on va, on part dans toutes les directions et ça ne sert strictement à rien. Donc comment est-ce qu'on raisonne la stratégie en développement durable? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir pour quelles raisons l'entreprise existe. Je ne vais rien vous apprendre là-dessus, sauf qu'on le décline pour quelles raisons économiques, pour quelles raisons écologiques, pour quelles raisons sociales et pour quelles raisons sociétales. On fait la même chose avec les valeurs, avec l'ambition, la stratégie, et après, on se sert de ces communications-là, de cette stratégie qu'on a formulée dans toutes ces petites cases, en mettant des mots très simples, l'objet étant de ne pas enfermer l'entreprise, de lui laisser la possibilité d'évoluer, mais tout en lui donnant une personnalité et une identité forte. Les freins, lorsque vous commencez à dire, voilà, on a établi une stratégie, voilà ce qu'on veut faire, c'est j'ai pas le temps. C'est on va faire fuir les clients, ou on n'y a pas de marché, ou je trouve pas les fournisseurs. Et alors, la phrase sublime, suprême, et là où tous les chefs d'entreprise reculent, mais vite fait, c'est on est plus cher. Et pourquoi est-ce que ces arguments viennent? C'est justement ce que vous disiez, c'est que les hommes font une réticence au changement. Donc, à ce moment-là, il faut absolument que toute l'entreprise, avec des moyens différents, etc., fasse évoluer les hommes. Et la fonction RH a une fonction très très importante. Alors ça peut être le RH dans une entreprise, mais ça peut être le dirigeant s'il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'en fait, il faut devenir des facilitateurs, c'est-à-dire quels sont les moyens, les outils, quels sont l'enthousiasme que je vais donner à mon collaborateur pour qu'il arrive à se remettre en cause. Pour arriver, parce que quand on va leur demander, si on leur demande de trier les papiers, etc., dans les bureaux, bon, ok, oui, je veux bien le faire. Mais si on leur dit, voilà, tu as appris qu'une maison, ça se construit comme ça, maintenant il va falloir que tu réfléchisses pour trouver des moyens différents de construire la maison, parce que, là, les gens refusent et disent, moi j'ai toujours fait ça comme ça, je ne vais pas faire ça autrement, et ils trouvent tous les bons prétextes pour ne pas le faire. Et donc à ce moment-là, il faut leur expliquer qu'ils vont acquérir de nouvelles compétences, que ces nouvelles compétences sont relativement rares et qu'ils vont pouvoir les valoriser sur des CV, et que plus ils seront compétents plus vite, plus ils pourront avoir un CV intéressant dans l'avenir. Quand on reprend également le tableau, là, c'est... Je suis myope comme une taupe. Ah voilà, ça va mieux. Oui, donc c'était bon pour expliquer tout à l'heure le tableau mission, valeur, ambition, stratégie, etc. Donc stratégie corporate et stratégie produit, c'est le premier tableau qu'on avait vu. Et au-dessus, on rajoute toutes les cases, parce que je vais expliquer tout à l'heure, c'est toujours le même raisonnement. Les valeurs. On va retravailler les valeurs sous un axe un petit peu différent, c'est-à-dire qu'en fait, les valeurs économiques, c'est les valeurs traditionnelles de l'entreprise. L'entreprise a des codes qui sont plus ou moins énoncés et qui font partie de son énoncé de valeurs. Donc, il faut qu'on respecte les codes qui font partie de l'histoire de l'entreprise.
Ensuite, au niveau écologique, on va demander aux collaborateurs de trier les déchets, etc. Donc on va leur demander de changer de comportement. On va leur demander également de changer leur méthode relationnelle avec les autres. Donc de sortir de la notion de pouvoir pour entrer sur la notion de collaboration. Et au niveau sociétal, eh bien, on va peut-être leur demander d'adhérer à des associations pour le compte de l'entreprise, etc., etc. Maintenant, on peut également le transformer en outil de mesure RH. C'est-à-dire que les comportements, on peut leur donner une mesure. On peut savoir effectivement s'ils se comportent mieux avec les collaborateurs directs et indirects. On peut savoir s'ils trient bien, etc. Mais aussi, on va leur donner des objectifs, et ça c'est très important. Il faut donner des objectifs précis et clairs. C'est-à-dire dire, voilà, tu vas faire ça pour ça. Voilà ton objectif, voilà ce qu'on attend de toi, voilà ce que tu dois atteindre. Mais il faut aussi le récompenser. Il faut lui donner une reconnaissance, une récompense qui soit une reconnaissance psychologique absolument indispensable pour qu'il se sente sécurisé. Mais il faut également lui donner une reconnaissance matérielle qui est une valorisation des efforts qu'il a fait et de son travail. Et pour pouvoir concevoir les produits, en fait, on doit changer radicalement le marketing. Cette fonction support doit changer également. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la fonction essentielle du marketing, c'est d'essayer de créer des besoins artificiels auprès des consommateurs pour leur vendre un truc dont ils n'ont pas besoin. Demain, on va revenir à des besoins fondamentaux, capitaux. Et il faut absolument que l'entreprise puisse offrir une satisfaction aux besoins du plus grand nombre. On est en train de changer de civilisation, on est en train de passer d'une civilisation du confort à une civilisation de l'effort. Et le problème, c'est que structurellement, culturellement, on n'est pas prêt à accepter ça, simplement parce que chaque génération a toujours laissé un monde meilleur à la génération suivante et qu'on est la première génération à laisser un monde qui est moins bien. Pour penser, alors je vais aller très vite là-dessus parce que sinon j'en ai pour un longtemps. Comment est-ce qu'on réfléchit à un nouveau produit? On commence par faire une prospective écologique, sociale et sociétale globale. Quels sont les grands enjeux? Après, on le décline sur le métier. En quoi est-ce que mon activité est directement ou indirectement en danger au niveau écologique, simplement parce que quelque part, j'ai un petit clou quelque part et que ça va devenir une denrée qui va devenir très, très rare et du coup, mon produit, j'ai pu le fabriquer. Au niveau social, ça peut être parce que je vais avoir besoin d'hommes et avec des compétences et ces hommes, je ne les trouve pas. Ensuite, au niveau, on fait un benchmark traditionnel, donc ça vous savez faire, mais qui aille regarder également ce que font déjà vos concurrents au niveau écologique, social et sociétal, et puis surtout faire un benchmark émergent, mais tapant des mots-clés un petit peu différents, et en regardant, aller regarder toute cette frange de toutes petites entreprises aujourd'hui qui font des choses absolument extraordinaires, ou des plus grosses d'ailleurs, qui font des choses absolument extraordinaires, mais qui ne sont pas vraiment répertoriées, pas vraiment visibles. Parce que c'est eux qui ont déjà les clés de l'avenir, et vous en êtes une importante. Et puis ensuite, quand on a fait tout ça, on a un tableau de l'avenir, on a une sorte d'autoroute devant soi, et à partir de là, tout en étant économiquement rentable, comment est-ce que je fais évoluer, comment est-ce que je trouve les solutions, et comment est-ce que je vais créer quelque chose de nouveau. Donc ça, je dis aussi que le marketing doit changer son horizon et devenir un marketing de valorisation. Aujourd'hui, le marketing ne s'occupe que des clients. Pour moi, le marketing doit s'occuper aussi des parties prenantes, devenir un spécialiste de cibles différentes, de différents fournisseurs, des collectivités locales, des ONG, etc., pour pouvoir connaître leurs intérêts, savoir discuter avec elles et emmener tout le monde dans le même chemin, qui est le chemin collaboratif. Pour résumer, si on fait tout ça, on arrive à avoir une bonne gouvernance. J'ai mis très longtemps à comprendre ce que voulait dire le mot gouvernance. Ça veut dire l'équilibre des pouvoirs. C'est-à-dire qu'au départ, le modèle traditionnel de l'entreprise, c'est l'actionnaire a le pouvoir sur l'entreprise. Oh là. Bon. Je ne sais pas si vous avez enregistré la diapo. Il y a la boîte fermée, qui est une boîte qui est l'entreprise, qui se considère comme une boîte fermée autocratique qui décide de tout à l'extérieur et à l'intérieur. Et puis en dessous, elle donne des ordres à un râteau qui sont ses parties prenantes. Donc on voit bien que la notion de pouvoir est vraiment à tous les niveaux de l'entreprise. Et à côté, vous avez une boule avec plein de petites boules tout autour. Et en fait, c'est l'entreprise en
en création de valeur actionnariale, qui a compris qu'on met les deux enjeux au centre de la table, que personne ne sait faire, que c'est avec la tête de chacun et la bonne volonté de chacun et les moyens de chacun qu'on va y arriver. Donc on met les salariés, les parties prenantes et les actionnaires tout autour de la table, c'est symbolique bien évidemment, hein, et on fait travailler tout le monde ensemble pour trouver rapidement des solutions. Voilà. Donc voilà, maintenant on va pouvoir passer à un cas super concret pour expliquer comment ça se passe et en live. Donc vous allez présenter un de vos produits. Hein, on va centrer un de vos services. Voilà. On va centrer le débat sur un de vos services et puis on va le ranger dans les cases économiques, écologiques, sociales et sociétales pour que vous puissiez voir en direct comment on range tout ça à partir d'une activité. Voir ce que ça donne. En fait, je vous explique un peu ce qu'on fait avec les déchets de bureau. Au Belgique, aux Pays-Bas, on a déjà depuis longtemps le réflexe durable, hein, qu'on mentionne là, le réflexe durable de tri à la source les déchets, hein, même au bureau. Parce que je pense qu'ici en France, tout le monde est déjà en train de trier ses déchets à la maison. Hein. Les ménages, là, on a mis en place vraiment déjà un système de tri, hein, performant, ça roule, ça marche, et tout le monde a appris à trier à la maison. Donc c'est très bien, mais quand on voit les entreprises, hein, là, je pense qu'il faut encore améliorer beaucoup. J'ai maintenant visité, parce que je viens de commencer en France, moi, le mois d'octobre de l'année passée. Avant, je travaillais pour le groupe d'abord dans les déchets dangereux, puis les déchets organiques, tout ce qui concerne le développement. Mais actuellement, donc, moi, j'ai tout de suite comparé et j'ai vu à Paris, voilà, quand j'étais dans un siège social, dans un grand groupe, j'ai dit, voilà, qu'est-ce que vous faites ici? Ah ouais, on trie déjà, on a des contenants. Et puis je demande en bas, et où est-ce que vous mettez tout ça? Ah oui, ici dans la poubelle, tout est mis ensemble, et voilà, parce qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas une collecte sélective pour les PME, pour les entreprises à Paris, ça n'existe pas encore, sauf peut-être pour le carton, mais... Voilà. Et alors je descends, il y a le siège social de la FNAC par exemple. Là, je parle avec le cuisinier et je dis, voilà, le chef cuisine, il dit, voilà, nous, on met beaucoup de temps pour trier ici le verre et on a un conteneur de verre et puis on voit le camion qui passe, hein, qui prend tout ça et puis par après, ils prennent les bennes DIB et ils mettent le carton avec et voilà, ça part. Hein. C'est pitié, c'est pitié. Alors moi, je dis, tiens, c'est bizarre parce que c'est possible, c'est complètement possible d'avoir un tri à la source, de créer ça au niveau des bureaux, mais que par après il suit un tri, une collecte sélective et un traitement sélectif, comme quoi on aurait ces ressources. Donc c'est pour ça que je veux vous expliquer un peu ce qu'on a actuellement pour les déchets de bureau. Et vous voyez déjà là en face, c'est une tulipe. On appelle ça une tulipe, hein, ça vient de Pays-Bas. Hein, voilà. Mais par exemple, la première tulipe en France sera mise en place après-demain, non demain matin. Non, c'est vendredi déjà. Demain matin à Paris, dans nos sièges sociaux de Konica Minolta. Là, on va mettre en place tout ça. Donc, qu'est-ce que c'est une tulipe, hein, ou d'autres contenants, vous le voyez déjà. C'est une poubelle, hein, une poubelle un peu agréable, où on peut trier plusieurs choses. Hein, parce que dans les bureaux, vous connaissez, il y a du papier, bien sûr, beaucoup de papier. Hein, vous imprimez encore beaucoup. Hein, donc, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Hein, quand vous le triez, c'est pas grave. Par après, il y a quoi encore? Les gobelets, hein, les gobelets, les canettes, les bouteilles. Mais pour ça, il n'y a pas encore un système de tri. Hein, donc c'est pour ça qu'on utilise, par exemple, cette tulipe
ou d'autres contenants. Hein. Peut-être que la page 3, là, voilà, vous voyez, là, il y a des smart bins aussi. Ce sont d'autres contenants. Ça dépend un peu de votre organisation. Quand j'entends Caroline qui dit, voilà, on a là un espace où tout le monde travaille ensemble, ça fait combien de personnes actuellement? 10. Ah, voilà. 10, pour 10 personnes, on met une tulipe. Une seule poubelle pour 10 personnes ou 20 personnes, jusqu'à 20 personnes. Quand on est à 4 personnes, on met qu'une poubelle. Donc là, il y a un gain d'économie parce qu'il n'y a pas une poubelle par personne. Ah oui, bien sûr. Et en plus, l'entreprise n'achète pas les poubelles. Oui. Elle vous les loue. Oui, c'est ça déjà un avantage. Il ne faut pas, quand on aura 100 salariés, il ne faut pas 100 poubelles. Hein, ou quand on fait un tri, 200 ou 300 ou 400 poubelles. Donc ça, il ne faut pas mettre. Avec tous les sachets plastiques consommables qui vont avec. Oui, oui. Donc, qu'est-ce qu'est l'idée? Vous mettez ça en place. Il y a quelqu'un, hein, parce que par après, quand moi je me déplace, parce qu'il faut se déplacer hein, pour mettre ça dedans, c'est un peu de... Oui, c'est aussi très bien pour les salariés qui bougent un peu. Ouais. Ça, je trouve que donc là, on arrive dans l'avantage social pour le client, c'est-à-dire que ces salariés ont l'occasion de se dégourdir les jambes, de s'oxygéner le cerveau, et c'est bon pour leur santé. Ouais. Et au début, c'est toujours difficile, hein, parce qu'on change d'habitude. Et changer d'habitude, parfois, quand on l'explique, hein, on donne des formations au début, quand on l'explique, oui, il y a toujours 8 personnes sur 10 qui le comprennent et qui disent « Ah oui, je vais assister, je vais le faire ». Il y a toujours 2 ou 3 qui ne font pas. Mais quand on met au niveau central cette poubelle et on ne trie pas bien, les autres, ils ont vu. Hein. Donc, il y a la pression sociale, hein, un peu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un lien qui les relie et qui crée entre eux un cercle vertueux. Ouais. Et puis, il y a la personne qui passe, hein, parce que peut-être la page 2, hein, vous voyez là, Jean-Jacques ou Jos, je ne sais pas. Voilà, ça peut être quelqu'un de notre entreprise qui y va. Ce n'est pas donc la femme de ménage qui fait la vidange des poubelles. C'est plutôt quelqu'un spécialisé ou quelqu'un de l'entreprise même qui fait, c'est au choix du client. Mais il a un système qui suit, hein, un système qui suit par après avec des contenants pour mettre les flux triés. Donc cette personne-là, voilà, elle suit du travail, hein, mais par après, il y a la collecte sélective de tous ces flux, bien triés, et c'est aussi lui qui peut contrôler un petit peu. Quand il passe, hein, il voit la tulipe, plein de n'importe quoi mélangé ensemble, il va tout de suite se poser la question, qui a fait ça ici, hein? Et c'est aussi comme ça qu'on apprend, qu'on améliore et qu'on attire un peu le client. Hein, voilà. Maintenant, peut-être la 4e page. Voilà. Les poubelles, ils sont construits de matières recyclées. Donc, ce sont des produits cradle to cradle. Donc, on n'utilise pas des contenants nocifs pour produire ces contenants. Mais de l'autre côté, quand on trie et quand on a les ressources pures et propres, on peut les réutiliser. Et l'idée de base de nous, c'est aussi de dire, voilà, vous triez le papier de bureau, voilà, on retourne avec votre papier en forme de ramettes. Hein, on vous donne des ramettes. Le plus que de papier que vous triez, le plus que de ramettes, on vous apporte pour rien, pour gratuit. Bien sûr, il y a l'achat de nos ramettes quand vous voulez. Vous pouvez acheter nos ramettes sans souci. Mais il y a aussi un retour. Hein, quand on fait beaucoup de collectes à la fois de papier, on vous donne quelques ramettes de gratuit. Donc, et c'est le même papier, hein, c'est le même papier qui retourne et qui retourne. On peut recycler jusqu'à 7 fois un papier, je crois. On peut recycler jusqu'à 7 fois. Oui, jusqu'à 7 fois parce que les fibres, ils deviennent toujours plus courts et plus courts. Mais la fibre d'un arbre, c'est naturel.
Et donc à la fin, l'incidence on sociétale, l'utilise comme, voilà. comme en compost. Voilà. Ouais. Et donc l'incidence sociétale, c'est qu'en fait, il y a moins d'arbres abattus pour faire du papier, il y a moins d'eau, il y a moins d'énergie, il y a moins de boue. Ouais. On utilise beaucoup moins d'électricité et d'eau. Hein. Et qu'est-ce que vous faites des autres recyclages? D'autres recyclages, ils ont des applications diverses. Hein. Par exemple, les canettes. La canette, mais c'est en métal, hein, au métal, tout ce qui est en métal. Les vélos, par exemple, ils sont refaits parfois de canettes. Les gobelets, ce sont les matières plastiques. Ils sont lavés, broyés et puis réutilisés comme matière plastique. Pas toujours comme gobelet, hein, mais dans quelque chose en plastique, un outil en plastique, hein, en tout cas. Ouais. Donc, le fait de recycler tout ça fait qu'il n'y a pas d'incinération, donc pas de pollution, Ouais. il n'y a pas d'enfouissement, Ouais. et que ce sont des matières premières dont on a besoin, qui réintègrent le cycle, et qui font qu'au niveau sociétal, ça permet de faire plus avec moins. Avec moins. Et ça, c'est l'idée de base. Hein. On est avec beaucoup sur cette planète. On va en reprendre beaucoup de ressources. Ouais, il faut qu'ils retournent. On va les réutiliser plusieurs fois. Comme ça, on peut continuer à rester comme ça, et à travailler comme ça. Donc, c'est important. Ouais. Voilà, donc je pense qu'on a fait... Vous avez encore des choses à dire? Non, c'est plus ou moins ça. Voilà. C'est ça, notre concept EcoSmart. Ça s'appelle EcoSmart. Et ça commence à partir de demain, même à Paris. Et je trouve que la démarche de recyclage du papier, le fait de ramener du papier chez vos clients, qui est leur papier, dans l'idée, je trouve ça absolument fabuleux de leur donner une partie de leurs déchets en nouvelles ressources. En tout cas. Oui, comme ça, c'est la motivation. Hein. Quand moi je viens au travail, je veux que je suis motivé pour venir travailler. Ça fait partie d'une motivation des gens, de dire voilà, on ne met pas aux poubelles pour incinérer. Hein. Donc c'est un peu notre slogan, le déchet n'existe pas. Il n'y a pas de déchets, il faut les trier à la source. Et voilà. Merci beaucoup. Et bravo, et puis plein de bonnes choses. Avec plaisir. Pour vos développements. Voilà, donc en fait, on a... Bon, c'est pas grave. Il y avait un autre, le même petit hérisson qu'au début, sauf qu'il était de face avec un joli petit museau. L'idée était de dire maintenant j'espère que c'est un peu plus compréhensible et que ça devient beaucoup plus sympa. Voilà, donc maintenant, écoutez, si vous avez des questions, c'est avec un grand plaisir. Donc je vais faire le même exercice. Le même exercice que tout à l'heure, c'est vous demander si vous avez des questions, des envies de réagir, Moi j'en ai une, Karine. Moi j'en ai une parce que en fait, je découvre en fait le métier de Steph en même temps que je l'écoute. Donc forcément là on est dans un domaine très particulier. Mais la question que je me pose, c'est que dans le process Cradle to Cradle, donc cette économie circulaire qui était bien décrite dans cet exemple-là, c'est comment vous gérez ça au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire par rapport au management. Est-ce que, du fait, dans cette idée de process, on est sur une autre forme de management pour être cohérent par rapport à ça? Tout à l'heure, vous parliez de donner du sens à votre travail et bon, tout à l'heure, on plaisantait, mais je sais que vous contrôlez tous les poubelles des McDo. J'ai cru comprendre. Donc, ma question, c'est de dire, au niveau de l'entreprise, comment on fait passer cette idée? Parce que, en fin de compte, quand vous allez voir les clients, il faut leur expliquer qu'ils doivent s'organiser différemment. Mais j'imagine que vos employés, il faut qu'ils soient convaincants. Oui, il faut être convaincant toujours, mais tout commence toujours avec la direction, convaincre la direction. Comme par exemple,
C'est un autre exemple que je prends. On a démarré le 4 juin chez Printemps Haussmann, au plein centre de Paris. Là, il y a 3000 personnes qui bossent là dans un seul magasin. Hein, c'est vraiment beaucoup de monde, beaucoup de personnes. Et eux, ils ne trient pas. Hein. Donc jusqu'au mois de mai, ils ne triaient pas. Donc il y avait plus ou moins 1 million de kilos, donc 1000 tonnes de déchets qui étaient mis ensemble pendant toute l'année. Vous imaginez. Donc hein, l'exemple Printemps Haussmann, hein, au centre de Paris, très chic, mais en sous-sol, hein, on faisait rien. Maintenant, là... Maintenant, ils vont avoir des poubelles chics. Non, ce ne sont pas des poubelles chics. Là, on n'utilise pas des poubelles chics. C'est pour ne pas mettre dans la magasin. C'est un tri qui est installé maintenant, un tri à la source de 3 fractions. Carton d'un côté, le film plastique et le reste. C'est déjà 3 fractions. Mais comme ça, on aura déjà 80% de la matière qui sera recyclée. Mais alors là, c'est difficile. Mais ça commence avec la direction. La direction a dit, voilà, on va changer. Mais ça veut dire qu'eux-mêmes appliquent ça ? Oui. Même dans les bureaux de directeur général, là, et service achat, tout le monde, là, il y a 400 personnes administratives. Ils vont maintenant trier le papier et tout ça. Donc, ils vont donner l'exemple. Et vous allez les accompagner dans le changement ? Oui, ça sera très, très difficile, hein, en plein centre de Paris, là. Et on ne peut pas y aller avec un semi-remorque. Il y a 3000 personnes, il y a beaucoup d'échanges de personnes. Donc, la formation, la motivation de tout le monde, ça va prendre au moins un an pour arriver à un taux de recyclage plus élevé. Mais on va quand même l'essayer et c'est avec le soutien, c'est ça ce qui a l'importance, le soutien de la direction qui a dit, voilà, on va faire quelque chose de ça. Bien sûr, pour eux, c'est plus économique. Hein. Ils vont y gagner. Hein. C'est l'élément premier qui les a motivés ? Oui, bien sûr. Mais une fois qu'on a montré que ce n'est pas uniquement l'aspect financier, mais qu'il y a aussi le partenariat avec les ouvriers, tout le monde, là, ils ont compris. Donc, ils sont bien motivés pour changer. C'est de l'économie, le développement durable. Alors, si personne d'autre